Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche à tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour Inès. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Veto Micro. Alors pour mettre un tout petit peu de contexte, moi je suis chez moi en Champagne derrière mon ordinateur et toi je crois que tu es sur l'île de Cariacou qui est une île des Grenadines dans l'archipel des Antilles. Donc il y a à peu près 7000 kilomètres qui nous séparent et 6 heures de décalage horaire. Voilà, c'est les joies du numérique qui nous permet de faire ça. Je vais commencer par te présenter rapidement à nos auditeurs. Alors toi Inès, tu as 27 ans, bientôt 28. Oui. Tu es sortie de l'école de Nantes en 2018. Tu as fait tes débuts de praticienne en tant qu'urgentiste, puisque tu as travaillé pour des urgences vétérinaires pendant à peu près 3 ans, et tu as fait aussi de la prophylaxie bovine pour mettre de l'argent de côté, pour monter un projet qui te tenait à cœur et le projet dont on va parler aujourd'hui. Et donc parallèlement à ça, en novembre 2018, donc finalement très peu de temps après ta sortie de NV, ce qui me laisse penser que finalement ce projet mûrissait déjà à l'école, tu crées Sail of Solidarity, une association loi 1901 qui a pour objectif de venir en aide aux associations sur des problématiques liées à la médecine vétérinaire. Donc tu nous expliqueras tout ça, mais j'ai cru comprendre que c'était tout ce qui concerne stérilisation d'animaux errants, vaccination, prévention des zoonoses. Et cette association a une particularité, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous décidez de vous déplacer en fait en bateau à voile sur l'Atlantique, ce qui est assez original. Et vous partez bel et bien, puisqu'en fait 2 ans après le moment où tu as monté l'association, en octobre 2021, vous levez l'ancre sur un bateau qui s'appelle le Pachamama. Alors vous, c'est qui ? C'est toi Inès, c'est Antoine, ton conjoint, qui est ingénieur dans l'aéronautique, et je crois qu'il y a Nawak qui est votre chienne, c'est ça ? Oui, c'est ça, notre petite mascotte qu'on a embarquée dans l'aventure plus ou moins contre son gré. C'est un croisé berger, c'est pas une race particulière, elle fait une 30aine de kilos, donc un chien plutôt de gabarit quand même conséquent pour un voilier de la taille de celui qu'on a. Mais D'accord. Ça a été une grande aventure, mais aujourd'hui on est super contents d'être partis avec elle. On n'aurait pas pu faire autrement. Et bon, ça nous a permis de vivre plein d'anecdotes qui resteront gravées. D'accord, tu vas nous en parler. En tout cas, moi j'ai entendu parler de toi par Marie Dunant de Vetside, qui je crois t'a déjà interviewé et qui a un peu piqué ma curiosité en me disant que tu étais un électron libre et que cette aventure était extraordinaire. Et je me suis dit, oui, c'est une histoire un peu dingue et il faut absolument qu'Inès la raconte à mon micro. Donc voilà, je vais essayer d'être organisée dans mon interview parce qu'en fait j'ai tellement de questions qui se bousculent que ça va peut-être être compliqué. Mais bon, on va faire avec. On y va Inès, tu nous embarques sur ton bateau veto ? Ouais, super, c'est parti. Bon, je vais commencer par le commencement. Je me suis posé une question que je pose pas trop aux autres invités, mais là, ce rapport à la mer m'a interpellée. Donc je voulais savoir d'où tu étais originaire et si tu étais originaire d'une côte. Pas du tout. Moi, je suis originaire de Toulouse. Donc, je suis née là-bas. J'ai fait la première partie de mes études et mes classes prépa là-bas. Et je suis montée faire donc mon école vétérinaire à Nantes. Donc, j'ai jamais habité à côté de la mer. J'ai jamais fait de sport nautique en particulier. Par contre, j'ai toujours adoré l'océan, me baigner. Je fais beaucoup de natation depuis toujours. Et pour moi, l'eau, ça a toujours été l'élément dans lequel j'étais le plus à l'aise.
Mais par contre, faire de la voile ou faire des sports nautiques, c'était quelque chose qui me paraissait inaccessible quand j'étais étudiante, parce que pour moi c'était quelque chose que j'avais jamais fait et qui serait trop compliqué. Donc je me suis jamais même autorisée à y penser. Et c'est vraiment ma rencontre avec Antoine qui fait qu'on en est arrivé à traverser des océans, quoi. D'accord. Alors avant d'en arriver là, t'es quand même devenue véto. Cette envie d'être vétérinaire, elle te vient d'où? Alors moi c'est un peu compliqué, j'ai pas vraiment le profil de une grande partie des vétérinaires qui veulent faire ça depuis pas toute leur vie, mais une grande partie de leur vie. Moi j'ai eu mon bac à 16 ans et en fait j'étais complètement dans le no man's land en termes d'études secondaires. Je savais pas du tout quoi faire, je voulais pas faire d'études, je faisais beaucoup de sport, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup l'extérieur, la nature, etc. Et j'avais un grand frère qui faisait quand même déjà des grandes études supérieures en maths spé. Et des amis, en fait, dans mon centre équestre qui m'ont dit « Mais fais vétérinaire, tu seras dehors toute la journée, ça t'ira bien, etc. » Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais à 16 ans, c'est quand même super difficile de choisir ce qu'on a envie de faire. Donc un peu, voilà, pour écouter les gens, je me suis dit « Bon, bah oui, je vais essayer, quoi. Je vais essayer, pourquoi pas. » Mais à l'époque, je me rendais pas du tout compte ni de ce que c'était le métier, ni même de ce qu'étaient les études, simplement. Et bon, je me suis lancée dans la prépa, ça a été compliqué. Et puis après, c'est vraiment mon esprit de compétition qui a pris le dessus. J'avais commencé quelque chose, il fallait le finir. Donc, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée vétérinaire. Aujourd'hui, j'en suis très, très contente et je le referai si c'était à refaire. Mais c'est vrai que je me suis quand même beaucoup posé la question dans mes études, un peu ce que je faisais là. Et ça a aussi, je pense, conditionné un petit peu mes choix post-études. Parce que bah du coup, comme je savais déjà pas très bien ce que je faisais dans ces études, je savais pas non plus très bien ce que je voulais faire derrière, quoi. Mais tu n'arrivais pas à te projeter dans un type de vétérinaire, pas, enfin, je veux dire, tu savais pas si tu voulais faire de la canine, t'arrivais pas à te projeter là-dedans? Moi, je viens d'un milieu équestre, j'ai fait beaucoup de compétitions et donc au début, j'ai fait vétérinaire pour faire de la médecine équine. Et plus les études avançaient, plus j'étais obsédée par la chirurgie équine. J'ai toujours adoré la chirurgie, j'adore ça toujours aujourd'hui. Et donc je me suis lancée à fond là-dedans, dans mes stages, dans mon investissement, etc. J'ai quasiment fait que ça en fait. Pendant toutes mes études, j'avais des œillères et je me suis dit de toute façon, tu deviendras chirurgien équin, c'est comme ça. Et en fait, je suis partie à l'étranger, en Australie, aux États-Unis, au Canada, faire des stages pour décrocher un internat, pour avoir une résidence et tout le processus. Ah oui, un d'accord. peu Tu partais sur un long cursus. J'ai parti sur un long cursus. Je pense qu'à la base, j'ai quand même un caractère, on va dire, très carriériste et j'ai envie d'aller au bout des choses. Donc, comme je m'étais fixé cet objectif-là, je voulais le faire et c'était quelque chose qui me passionnait vraiment. Et puis, en fait, j'ai commencé à voyager et à découvrir, de sortir un petit peu du milieu vétérinaire, à découvrir d'autres choses, d'autres personnes. Et je me suis dit que j'avais pas envie de passer 5 ans à décrocher une résidence et un examen pour aller soigner des chevaux de course pour des propriétaires plus ou moins agréables. Donc j'ai switché, mais ça a été très dur parce que du coup ma dernière année d'études, en fait, j'étais complètement perdue. J'ai même failli arrêter et pas décrocher mon diplôme du tout parce que j'avais plus du tout envie de faire ça, quoi. Et t'avais comme une perte de sens de ce pourquoi tu étais là, en fait. Parce qu'en fait, les stages que j'ai fait à l'étranger, notamment en Australie, c'était des stages qui ont été très difficiles éthiquement parlant pour moi. On faisait beaucoup de chirurgie dans l'unique et seul but d'augmenter la performance des chevaux de course. Et là, je sais pas, j'ai eu un déclic vraiment éthique et personnel, je pense, où je me suis dit que, enfin, je voulais pas du tout participer à ça, quoi. Et c'était pas du tout la personne que j'étais et les valeurs que j'avais. Et c'est pas pour ça que j'avais fait 7 ans d'études, quoi. Et comme j'avais construit tout mon profil en gros de carrière sur cette envie-là de faire de la chirurgie équine, le jour où on s'aperçoit qu'en fait c'est pas qu'on n'est pas fait pour ça, mais c'est plus que le système n'est pas vraiment fait pour nous, même si en soi la chirurgie équine, j'adorais ça et j'adore encore ça. Et en fait c'est difficile, quoi, parce que du coup on se retrouve sans rien. Moi j'avais fait un stage en rural, j'ai jamais fait aucun stage en médecine canine.
j'y connaissais rien. J'avais fait une 5 à Ekin. Enfin, j'étais loin. Je me sentais vraiment loin derrière pour changer de voie à ce moment-là. Et bon, désolée, je m'étale un peu. Je sais pas trop l'interview. Bah non, mais c'est le but de ce podcast. D'accord. Non, en fait, moi, je me suis toujours plaint pendant mes études que les études étaient trop généralistes. Et comme moi, je voulais faire qu'un truc, je me disais, mais j'en ai rien à faire d'apprendre, je sais pas, les maladies des porcs ou j'en sais rien. Même les vaches, etc., ça m'intéressait pas. Et en fait, aujourd'hui, je remercie l'école vétérinaire d'avoir été justement une école généraliste où quand on sort des études, et ben même si on veut faire de l'ophtalmo, et ben 10 ans plus tard, on peut aller faire des césariennes de vache si on a envie, ou travailler dans un labo, ou enfin voilà, plein d'autres milieux que je connais pas. Et au final, ce caractère qui était pour moi une grosse faiblesse de nos études, en fait, c'est vraiment un avantage dont on se rend pas compte à ce moment-là, mais qui a vraiment une valeur. Mais on se rend pas compte de la polyvalence de nos études. Exactement. Et en fait, ce qui m'a un peu sauvée, ça a été deux choses. La première, c'est que j'ai rencontré une vétérinaire via des amis qui avaient une quarantaine d'années, qui avait fait énormément de choses dans sa vie. Elle avait suivi son conjoint, donc elle avait été expatriée toute sa vie. Elle avait travaillé à l'ONU, elle avait été prof de biologie. Elle avait fait un peu tout et n'importe quoi. Et elle m'avait dit que le diplôme vétérinaire, même français à l'étranger, était vraiment un atout sans fond pour trouver du travail dans n'importe quel milieu. Donc elle m'avait vraiment fortement conseillé de finir, même si je voulais pas exercer en tant que clinicienne derrière. Et la deuxième chose, c'est qu'en rentrant d'Australie, je me suis arrêtée en Thaïlande pour aller passer mon diplôme d'instructeur de plongée, parce que du coup, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et en fait, je me suis retrouvée dans un shelter, dans une clinique, dans un rescue center à la frontière birmane où ils avaient besoin d'un vétérinaire pour soigner des chiens et faire des grosses campagnes de stérilisation. Et en fait, je devais rester 15 jours et je suis restée 3 mois là-bas. Et là, ça a été le déclic. Je me suis dit, mais en fait, je peux quand même apporter quelque chose qui correspond à mes valeurs. Parce que tu as trouvé du sens dans ce que tu faisais finalement. Ouais, exactement. Et c'est tellement à 10 000 lieues du monde équin, de la valeur financière des choses et même de la valeur humaine qu'en fait, je me suis dit, mais oui, il y a d'autres choses. Et entre les deux, il doit aussi y avoir probablement des choses qui me correspondent. Voilà. Et donc là on est en quelle année? En 2018, en fait, j'avais négocié avec mon école, tant bien que mal, d'aller faire des stages à l'étranger pendant ma 5e année pour décrocher un internat. À la base, c'était ça. Donc, le deal, c'était que nous, à Nantes, on avait 2 fois 5 semaines de clinique en équine à l'école. Et le deal, c'était que les 5 premières semaines, je les faisais pas. Je partais à l'étranger en stage. Et par contre, il fallait que je valide mes 5 dernières semaines qui étaient autour de mai, je crois, juste avant la fin de l'année. Donc en fait, moi, je suis partie de fin octobre à début avril, et j'ai pas fait des stages pendant toute la période. Je me rappelle plus des chiffres, mais peut-être j'avais 3 fois 5 semaines à valider ou quelque chose comme ça de stage. Et entre les stages, du coup, j'ai voyagé, j'ai fait de la plongée, j'ai été bosser dans ce centre, enfin travailler volontairement dans ce centre. Et après, je suis rentrée. J'ai fait mes 5 semaines de clinique à Nantes qui m'ont bien confirmé que je voulais plus faire ça. Et j'ai décroché mon diplôme, j'ai passé ma thèse. Et là, à nouveau, il a fallu se demander mais qu'est-ce que j'allais bien faire de ma vie. Et donc, Sail of Solidarity, ça te vient pas à l'école? Pour l'instant, tu n'y penses pas encore là. Alors, enfin, à cette période-là, quand je rencontre Antoine, non, je pense pas à ça. Par contre, Antoine déjà me parle de vouloir faire un voyage en voilier quand il sera à la retraite. C'est un projet qu'il a. Il me dit le jour où je travaille plus, je m'achète un voilier et je fais un tour du monde. Et moi, dans ma tête, je me dis, on avait 25 ans à l'époque, enfin lui un peu plus, mais ouais, moi j'avais même pas 25 ans, 23 ans. Je me dis, voilà, la retraite, on va peut-être pas attendre. Et du coup, c'est dans trop longtemps. Ouais, le projet de juste faire un voyage en bateau commence à mûrir un tout petit peu. Et juste après ma thèse en septembre 2018, du coup, je me dis, mais en fait, si on fait un voyage en bateau, il faut on peut pas juste partir voyager en bateau. Il faut qu'on apporte quelque chose, quoi.
Et moi, quand j'étais en Thaïlande, donc au printemps 2018, dans ce centre, il y avait beaucoup de volontaires qui étaient là avec moi. Alors j'étais la seule vétérinaire, mais il y avait d'autres volontaires. Et j'avais déjà parlé de mon envie en fait de voyager et faire ça, c'est-à-dire m'arrêter dans les shelters et filer un coup de main. Et du coup, les deux idées réunies, je me suis dit mais en fait c'est simple, la solution elle est juste en face de toi quoi. Tu achètes un bateau et tu voyages comme ça quoi. Voilà. Donc là, ça a commencé. Et à ce moment-là, c'est dur quelque part, tu plaques un peu tout après 7 ans d'études, ouais. Pas complètement, mais un petit peu. Est-ce que de sortir du conventionnel et de cette espèce de voie royale dont tu parlais tout à l'heure pour explorer une autre route que celle qui était toute tracée, ça te pose question ou est-ce qu'à ce moment-là, tu as déjà fait le deuil de ce dont tu as parlé avant? Ça me pose question beaucoup. Je pense que mon envie un petit peu de faire carrière, de pousser dans un domaine médical particulier, etc. Aujourd'hui, même après 5 ans, je l'ai encore au fond de moi. Et des fois, il faut un petit peu que je le mette de côté parce que je pense que ça fait partie un petit peu de mon caractère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas difficile parce que le projet que j'ai est génial et je m'y donne à fond. Et je me pose plus la question. Mais oui, sur le coup, ça a été difficile pour 2 raisons. Parce que du coup, déjà, ce sur quoi j'avais basé toutes mes études, créer des contacts en équine, faire des stages, décrocher des internats, etc., je mettais fin vraiment d'un revers de doigt. Et j'avais l'impression que ça faisait quand même 5 ans que je travaillais entre guillemets un peu là-dessus, dans le but, une fois que j'étais diplômée, de prendre cette voie royale et d'y arriver. Donc ça a été un petit peu compliqué. Et aussi parce que, en fait, en arrêtant ça, tu m'entends toujours, Marie? Pardon, j'étais pas sûre, je voyais pas les petits morceaux. Et en plus, en arrêtant ça, je me rendais compte que je savais rien faire dans les autres domaines, c'est-à-dire en canine, alors en rural un petit peu, parce que j'ai toujours fait beaucoup de prophylaxie et de reproduction, mais en canine, par exemple, je me rappelais pas de la dernière fois que j'avais posé un cathéter sur un chien ou fait un diagnostic. Enfin, j'étais vraiment très très loin et je me suis dit, il va falloir quand même tout réapprendre. Alors qu'en équine, je commençais quand même à avoir des connaissances un petit peu au-dessus de, on va dire, ce qu'un étudiant a en sortant d'école. Oui. Donc ouais, ça a été un coup dur et même si j'avais ce projet en tête, je savais que j'allais pas le réaliser de suite parce qu'il me fallait quand même de l'argent et beaucoup d'argent. Donc ça a été difficile. J'ai tâtonné au début. Je me suis dit il faut que je décroche un boulot de suite pour pas avoir le temps trop de cogiter parce que sinon j'y retournerai pas quoi. Voilà. D'accord. Et tes proches à qui tu en as parlé ou peut-être que tu leur en as pas parlé à ce stade-là, comment ils ont réagi? Alors j'en ai surtout parlé un petit peu à mes parents qui sont des gens qui ont jamais c'est des personnes qui nous ont laissé toujours faire ce qu'on voulait sans jamais intervenir. Et là, pour la première fois, je me rappelle, j'étais en Malaisie et j'ai appelé mon père en lui disant j'arrête, vétérinaire, j'arrête, c'est pas pour moi, ça sert à rien, de toute façon, je ferai jamais ce métier. Et là, ça m'avait marqué parce que pour la première fois de ma vie, mon père m'a dit non, tu rentres, tu finis dans tes études, il te reste 4 mois à tenir. Tu passes ta thèse et puis après, si tu veux plus entendre parler de vétérinaire, tu feras autre chose. Et mon père, c'est quelqu'un qui a fait plein de trucs dans sa vie, mais là, il a vraiment eu un conseil hyper pertinent. Et sur le coup, je me suis dit non, il dit n'importe quoi. Mais j'ai quand même suivi son conseil. Ça sert les parents parfois. Voilà. Et alors mes amis, c'était compliqué parce que tout le monde était plus ou moins calé dans ce qu'ils faisaient. J'ai des amis qui reprenaient la structure de leur père ou qui avaient déjà des projets, etc. Donc oui, elles m'ont comprise. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y en a qui ont pour le coup arrêté vétérinaire vraiment pour de vrai. Mais c'est vrai que c'était difficile d'en parler quand même parce que c'était difficile d'en parler. Donc j'en parlais pas trop. Je me disais, je verrais bien ce que je vais faire. Et du coup, c'est quoi, quand on se lance dans un projet pareil, c'est quoi les étapes? C'est quoi la première étape? Et ensuite, je suppose que c'est pas à pas qu'on construit les choses. Oui. Alors moi, au début, ce que j'ai fait, ça a été une erreur, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai
pris au début direct contact avec des associations. Donc nous, on travaille pour l'instant qu'avec des associations qui existent déjà sur place. C'est déjà des endroits où il y a déjà des gens, surtout des Occidentaux et des Anglais, qui ont fondé une petite clinique ou un petit rescue center, mais ils n'ont pas de vétérinaire. Donc ils essayent de faire venir des vétérinaires de temps en temps pour des soins, etc. Et donc au début, je me suis dit, bon bah ok, j'ai ce projet, je vais contacter les assos pour voir où est-ce qu'on peut aller. Et en fait, c'était trop tôt parce que déjà, on n'était pas prêt à partir, on n'avait pas l'argent, on n'avait pas le bateau. Après, il y a eu le Covid. Donc en fait, j'ai pris contact très tôt, mais il s'est avéré que c'était une erreur parce que du coup, les associations, elles m'ont vite attendu, elles étaient super contentes qu'on vienne, etc. Et mais donc en fait, ils t'ont pris au sérieux au moins. Ils m'ont pris au sérieux, ouais. Mais en fait, on se rend pas compte, mais il y a un besoin qui est énorme vraiment partout. Sur chaque île des Caraïbes et je pense sur chaque île de la planète, il y a une surpopulation de chiens et chats errants, de maladies, etc. Et donc en fait, il y a pas tant de ça de vétérinaires qui voyagent volontairement. Il y en a un petit peu et c'est tant mieux, mais c'est pas assez pour construire quelque chose de pérenne. Et donc en fait, ouais, tous les endroits où j'ai écrit, oui, ils m'ont pris sérieusement, etc. Après, à l'époque, on n'avait pas encore de délai. Au tout début, on savait pas combien de temps il nous faudrait pour avoir l'argent nécessaire. On savait même pas combien il nous fallait. Et pour cette partie financière, vous avez fait comment? C'est juste de l'apport personnel. Hein. Pour l'instant, on a créé un compte pour l'association. On a un petit peu de dons. Ça commence à arriver, donc on est super contents. Au début, c'était surtout la famille et les amis. Et puis là, on a eu un article dans un magazine de voile. On a un article qui arrive dans Le Point Vétérinaire. Donc en fait, on commence un petit peu quand même à se faire connaître, avoir des dons, soit d'argent, soit des dons de matériel. Mais là, pour l'instant, 99% de ce qu'on fait, c'est juste notre argent qu'on a mis de côté quand on a travaillé. D'accord. Donc, vous avez acheté le bateau en fonds propres, en fait. On a acheté le bateau en fonds propres et on a acheté le matos en fonds propres, ouais. Et on vit sur nos fonds propres. D'accord. Voilà. Moi, j'ai travaillé un petit peu pendant le voyage, on en reparlera peut-être après, mais ouais, le financement pour l'instant, et du coup, ça, c'était aussi un critère qui faisait qu'on savait pas trop au début. On sort d'études, bon, on va pas se mentir, quand on sort d'études, on est payé correctement, mais on n'est pas non plus payé énormément pour mettre de côté, donc on savait pas combien de temps ça allait prendre. Mon conjoint était ingénieur, donc il avait un salaire un petit peu supérieur. Il est sorti avant moi d'école, etc. Mais bon, c'était difficile de se projeter, quoi. C'était vraiment difficile de se projeter. Donc du coup, en fait, j'ai arrêté de prendre contact avec des assos parce que tout le monde me disait mais viens demain, viens la semaine prochaine, viens dans un mois. Et du coup, je disais en fait c'est horrible quoi. À chaque fois, je disais ah ben non, mais nous ce sera peut-être dans 2 ans, 3 ans. Donc c'était trop dur. Et du coup, c'est mais ce que ça je te fais permettait même de vérifier que ton projet était viable, voilà, intéressant, qu'il avait un sens quoi et que c'était possible. Et puis après, bon, ce qui est intéressant aussi, bah forcément, c'est que aujourd'hui, voyager en avion, c'est pas possible. Enfin, par rapport à ce que je voulais faire moi, de voyager, de se déplacer de shelter en shelter. C'était pas envisageable et en plus le bateau à voile amène quelque chose qui est extraordinaire dont on se rend pas compte je pense quand on n'en fait pas, c'est qu'en fait on change de pays en un claquement de doigts. Là dans les îles aux Antilles, c'est voilà, on peut partir un matin de Guadeloupe, on est aux Grenadines 24 heures après, on peut décider du jour au lendemain d'aller quelque part s'il y a un besoin aussi, s'il y a une clinique qui nous appelle et qui nous dit que ils ont besoin parce qu'ils ont eu des chiens empoisonnés, des accidents, etc. Et ça, en avion, on peut pas le faire non plus. Donc, le bateau prenait vraiment tout son sens, quoi. Donc, c'était sympa au début du projet de voir que, bah, oui, il y avait une demande, que le bateau aussi s'y prêtait. Et du coup, bah, il y avait plus qu'à réaliser le projet. Trouver un bateau. Bon, au début, ça paraissait. Moi, j'en parlais pas trop de mon projet. J'en ai jamais trop parlé jusqu'à ce qu'on traverse l'Atlantique, en fait. Même, j'ai fait aucune pub sur l'asso et tout avant parce que je voulais pas lancer un projet et puis me dire après, bah en fait, on n'y arrive pas ou on va pas le faire ou on va pas y arriver. On sait qu'il y a plein de projets comme ça. Tout le monde a toujours plein de projets. Après, passer à la réalisation, c'est pas forcément évident, quoi. Et bah voilà, peut-être que moi, je me disais peut-être que si je trouve un boulot qui me plaît, bah en fait, je vais enfin pouvoir faire ce que je veux et m'épanouir. Donc, est-ce que j'aurais envie de partir? Est-ce qu'on va rester ensemble avec Antoine? Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble à ce moment-là.
Enfin, il y avait plein de critères, quoi. Donc, ce qu'on se disait dans notre tête, c'est que on montait notre projet nous, déjà, acheter un bateau, le retaper, faire de la voile, apprendre à faire de la voile, etc. Et du coup, à quel moment le projet est devenu réel et concret? Pour moi, le projet, il est devenu réel le jour où on a quitté le port de Gruissan, il y a 1 an. En fait, le projet voile est devenu réel à ce moment-là, et le projet veto est devenu réel le jour où j'ai fait ma première mission, quoi. Parce que avant tout ça, et donc c'est pas au moment où vous avez acheté le bateau. C'était toujours pas concret quand vous avez acheté ce bateau. Non. En fait, c'est fou. Le milieu de la voile, c'est quand même un milieu particulier qui est difficile à comprendre quand peut-être on n'a pas les pieds dedans. Mais il y a tellement d'incertitudes en fait sur le bateau, ce qui va casser, la météo, l'équipage. C'est quelque chose de difficile quand même de naviguer en bateau en voile. Je sais qu'avec les réseaux, etc., on se dit que bah voilà, c'est le paradis, on est dans l'eau turquoise, c'est génial. Mais il y a plein de revers de la médaille à ça. Et donc en fait, moi, je m'autorisais pas à ce que le projet devienne concret tant qu'on n'était pas parti, parce que je me suis dit bah peut-être le bateau il va pas y arriver, peut-être que nous on va pas y arriver. On n'avait jamais traversé d'océan, on n'avait pas cette expérience-là. Peut-être qu'on n'aura plus envie, peut-être que ça va pas nous plaire. Antoine, il faisait de la voile. Voilà. Antoine faisait un petit peu de voile quand on s'est rencontrés, mais en fait on a appris ensemble vraiment la voile hauturière, c'est-à-dire la voile de voyage. On a appris ensemble en faisant des stages en Bretagne, le stage avec les Glénans, qui est une super école de voile, et on a appris ensemble du coup. Et comment vous le trouvez, ce Pachamama? On le trouve à Marseille, à Port-Saint-Louis. Moi, j'épluche toutes les annonces sur Le Bon Coin ou sur tous les moteurs de recherche de bateaux. Et la première fois qu'on va le voir, c'était du coup en décembre 2020. Et on le trouve pas très beau, mal hiverné. Il a pas navigué depuis 1 an et demi. Il est resté au sec, en fait. Il était sur un chantier. Et donc au début, on n'est pas sûr. Et puis en fait, finalement, on l'achète 1 mois plus tard, quoi. D'accord. Ouais. Et du coup, tu disais tout à l'heure, donc vous partez en novembre de Gruissan, c'est ça, dans l'Aude, donc qui donne sur la Méditerranée. Et moi, j'y connais absolument rien en voile, mais est-ce que, la météo en novembre, donc à l'automne, sur la Méditerranée, c'est quoi? Ça va? C'est stressant? C'est horrible. On a fait une énorme erreur de débutant. En fait, moi, l'endroit où je travaillais, donc aux urgences de vétérinaire à Toulouse, il faut savoir que la grosse période de l'année, c'est l'été. Et je m'entendais très bien avec mes patrons. J'adorais l'endroit où je travaillais. Et pour moi, c'était pas envisageable de partir avant l'été, parce que je sais que c'est très compliqué pour eux de trouver un remplaçant. Donc je me suis dit je vais faire la période d'été pour les dépanner, et comme ça ils auront le temps en automne de former quelqu'un. Donc moi dans ma tête je pouvais pas partir avant fin septembre de mon travail, mais en fait on n'avait pas pris en considération effectivement la météo. Du coup on est parti début octobre de Gruissan et ça a été que des galères. Il faut jamais partir en Méditerranée en automne, la météo elle est trop instable. Donc là, on s'est dépêché de descendre la Méditerranée jusqu'à Gibraltar, mais ça a été 1 mois de galère. On a cassé des trucs. Ma chienne a eu un accident. J'ai lu que la cadène de l'état génois avait cassé. Ouais. Alors, je n'ai pas du tout compris ce que ça veut dire dans la récif, mais j'ai compris que c'était relou. Un des fils de fer qui retient le mât, pour faire simple, quoi, qui s'est cassé. Et c'est là où il y a aussi la voile principale. Et qui s'est cassé en navigation entre les Baléares et la côte espagnole. Ça a été grosse source de stress. On a cru qu'on allait perdre le mât en fait, donc ça a été très compliqué. Ah oui. Et on s'en est sorti. Et bref, oui, le premier mois, moi je pense que je me suis dit plusieurs fois que j'allais rentrer à la maison, quoi. Ça a été vraiment difficile. Et tu disais que ta chienne a eu un accident en plus. Elle a fait une rupture de vessie en sautant du bateau sur un ponton de port au sud de l'Espagne, et j'ai dû l'opérer à Malaga en urgence un samedi soir à minuit. Ça
ça a été catastrophique. Elle est quasiment morte, quoi. Enfin, c'est très compliqué. J'ai réussi à l'opérer et elle s'en est sortie. Mais ça a été dur, ouais. Psychologiquement, je me suis demandé un petit peu ce qu'on faisait là. J'ai regretté d'être partie, de l'avoir emmenée aussi là-dedans. Enfin, on a remis beaucoup de choses en question, quoi. On s'est dit bon, bah en fait, peut-être qu'on n'est pas capable de le faire, quoi. Donc le début, ça a été difficile. Voilà. Et donc finalement, là, vous arrivez à Gibraltar et ensuite vous allez vers le Cap-Vert, c'est ça? C'est ça. On a fait un arrêt aux Canaries. En fait, moi, j'ai pas traversé jusqu'aux Canaries justement parce que ma chienne venait juste de se faire opérer. Donc, j'ai attendu en Espagne, être sûre qu'elle se soit remise et que ça avait cicatrisé. Et après, j'ai pris un ferry pour rejoindre Antoine qui avait amené le bateau aux Canaries avec un équipage. Donc, j'ai pas fait cette traversée-là. Et après, des Canaries, on est parti au Cap-Vert, effectivement. Là, ça a été à nouveau une navigation très, très compliquée en termes de météo. On commençait à avoir beaucoup plus d'expérience, donc on se faisait beaucoup plus confiance. Par contre, on a eu une météo vraiment très 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 dure avec beaucoup de vent et beaucoup de mer, et ça a été très très éprouvant. Donc l'arrivée au Cap-Vert, c'était vraiment, on était trop contents, quoi. On était trop contents d'arriver, on était super fiers aussi. Donc bah oui, tu m'étonnes. Et après, c'est la transatlantique. Donc, vous traversez l'Atlantique d'est en ouest jusqu'en Guadeloupe. Est-ce que ça, tu peux nous raconter? La transatlantique, ça a été un meilleur moment. Je pense que c'est une de nos plus belles navigations depuis qu'on est parti. On a mis 15 jours pour traverser effectivement du Cap-Vert en Guadeloupe. On était 4 à bord, plus Nawak, le chien. Et on a eu des conditions météo qui ont été vraiment parfaites. On a eu du vent tout le temps constant, etc. La vie à bord était super chouette. Alors c'est très lent, hein, on s'ennuie beaucoup. Il faut imaginer, après maintenant avec le confinement, tout le monde a l'impression de l'avoir un peu vécu, mais c'est vraiment 15 jours dans un petit espace à 4. Donc il y a pas énormément de trucs à faire. Il y a beaucoup de voilà, regarder la mer, lire, discuter, échanger. Et il y a aussi. Et c'est quoi le truc le plus dur dans cette promiscuité? Moi, je pense dans la promiscuité, le plus difficile, c'est le bazar qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un bateau avec les affaires de tout le monde, plus la voile, machin, les trucs. Alors nous, on a un bateau qui est relativement... alors c'est un petit bateau de voyage, mais pour nous, à 2, il est grand, il fait 12 mètres de long, mais à 4, ça peut commencer à être un peu plus compliqué. Moi, à la base, je suis quelqu'un de très bordélique, mais sur le bateau, c'est vrai que ça m'angoisse quand c'est pas rangé, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un bateau, dès que les conditions météo, elles changent, qu'il y a du vent, de la mer, etc., tout se casse la figure. Il y a des placards qui s'ouvrent, etc. Et donc, en fait, il faut essayer de toujours anticiper ça, même si on est dans des conditions météo qui sont bonnes. On peut pas laisser traîner une bouteille de vin sur la table ou de la vaisselle dans l'évier, etc. Parce que si jamais on prend une vague, des conditions qu'il faut manœuvrer, tout tombe et c'est insupportable en fait. Donc c'est vrai qu'à 4, être raccord sur ça, c'était un peu dur. Mais honnêtement, je dis ça, mais nous, ça s'est vraiment super bien passé. On a eu aucun souci. Moi, ma plus grosse angoisse, c'était quand même mon chien. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai des questions sur un chien dans un bateau qui a besoin d'activité physique, comment il fait ses besoins, comment il monte sur une annexe, enfin tout ça quoi. Les besoins, ça a été d'autant plus compliqué que du coup elle avait eu cette chirurgie de la vessie et que du coup je pouvais pas tolérer qu'elle se retienne très longtemps, surtout après l'intervention, on va dire dans les 6 semaines qui suivent l'intervention. Ça m'angoissait que les sutures elles pètent simplement. Surtout au début. Donc en fait, quand on descendait l'Espagne, avant qu'elle se fasse opérer, on a fait des grandes navigations pour essayer d'atteindre le but où elle pourrait plus se retenir et elle ferait ses besoins. Parce qu'en gros, c'est un peu ça. Les chiens qui ont été... Moi, elle a 5 ans, ma chienne, donc elle a toujours été habituée à vivre en jardin, etc. Et c'est pas concevable pour elle de faire ses besoins dans son espace de vie, ce qui est normal. Donc, il fallait être un peu plus têtu qu'elle. Sauf que la première fois, ça a duré 72 heures et elle a pas fait ses besoins. Donc là, j'ai craqué.
je m'étais laissé 48 heures maximum. On a été un peu plus loin. Et au bout de 70 heures, j'ai dit non, on s'arrête. Donc on s'est arrêté, elle a fait ses besoins. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où elle a passé 72 heures sans faire ses besoins, bah on sait que la prochaine fois, ça sera au moins 72 heures, quoi. Donc psychologiquement, c'est très dur. Je me suis dit, on va jamais y arriver, c'est impossible qu'elle traverse l'Atlantique avec nous, c'est pas possible. Donc je commençais à envisager de la faire venir en avion. Enfin, c'était compliqué. Ça faisait partie du processus un peu complexe du départ, là, du premier mois qui a été dur, parce que psychologiquement, je m'en voulais beaucoup. Et en fait, à partir du moment où elle s'est fait opérer, je me suis dit, j'ai plus le droit à l'erreur. On a vécu 10 jours du coup dans un appart en Espagne pour être sûr qu'elle s'en remette, etc. Et là, en fait, je lui ai appris à faire ses besoins sur demande parce que pour moi, c'était plus envisageable d'attendre juste qu'elle craque, quoi. Et la chirurgie, je pense, a aidé, comme elle faisait pipi souvent, etc. En fait, je lui ai appris à faire quand je lui demandais. Et après, ça s'est super bien passé. La transat, on lui avait mis un petit tapis de gazon à l'avant. Et puis, dès qu'on lui disait, elle allait faire ses besoins. Donc, même à un moment, elle commençait à demander carrément, comme quand on était à terre, à la maison, quoi. Donc, elle l'a super bien vécu. Mais moi, psychologiquement, je me disais, bon, faut quand même qu'on arrive. Parce que, bon, elle l'a bien vécu. Après, elle s'est beaucoup démusclée. Elle bouge pas beaucoup. Mais psychologiquement, elle allait très très bien. Elle mangeait, elle jouait, elle était avec nous tout le temps. Il faut savoir que sur un bateau, on fait des quarts en permanence, même la nuit. Donc il y a toujours quelqu'un dehors. Et du coup, elle était trop contente. Elle était tout le temps avec quelqu'un. Dès qu'on prenait son quart, tous les 3 heures, elle nous faisait la fête et tout. Donc c'était vraiment sympa d'être avec elle. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, j'aimerais bien qu'on arrive, qu'elle aille courir, nager. Et du coup, vous arrivez en Guadeloupe. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Ça fait quoi, du coup, d'avoir traversé l'Atlantique? Alors, c'est un sentiment qui est super bizarre parce qu'en fait, tout le long de la traversée, alors il faut savoir que moi, personnellement, je suis quelqu'un de relativement angoissé. Donc, traverser l'Atlantique, c'était quand même quelque chose d'assez gigantesque. Et en même temps, dans le monde de la voile, en fait, quand on fait ce trajet-là, donc on appelle ça suivre les alizés. En fait, on suit le vent depuis la France. On essaie d'avoir toujours le vent dans le dos, parce que le vent au niveau de l'équateur est toujours d'est en ouest. Et en fait, ce trajet-là, donc il y a pas mal de gens qui le font. Et quand on arrive au Cap-Vert, juste avant de partir, la dernière étape, en fait, la transatlantique, c'est quelque chose qui est très désacralisé, parce qu'en fait, tout le monde le fait. Tout le monde l'a déjà fait, plus ou moins. On voit des gens partir en transatlantique tous les jours. On parle que de ça pendant 15 jours. Donc, en fait, au bout d'un moment, on se dit, on désacralise complètement, on se rend plus compte. Du coup, on est parti. Moi, j'y pensais même plus, quoi, que c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et pendant la traversée, je me suis pas autorisée à y penser parce que moi, j'avais peur que quelque chose casse au milieu de l'Atlantique et qu'on n'ait pas de quoi le réparer. Et il y a rien qui a cassé et tout a très bien marché. Mais ce moment où tu es vraiment au milieu de l'Atlantique, si t'arrive quelque chose, il y a que toi avec toi-même, hein. Et justement, est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu peur? Non, la transat, non. La descente au Cap-Vert, moi, j'ai eu peur à un moment. Mais pendant la transatlantique, non, on a vraiment, tout s'est super bien passé. On a eu énormément de chance. Et donc, en fait, j'y ai pas pensé. Et quand on arrive, c'est bizarre parce qu'en fait, on a un peu deux émotions et tous les gens qui font ça racontent à peu près la même histoire, c'est que on n'a plus vraiment envie d'arriver, en fait. Parce qu'on est dans une espèce de bulle. Donc, nous, on avait des moyens de communication via un téléphone satellite, mais qui sont très limités, hein. C'est juste pour envoyer des nouvelles une fois par jour, ou alors appeler les secours s'il y a besoin. On peut pas raconter notre vie toute la journée. Donc, on avait quand même ce petit moyen de communication, mais à part ça, on est vraiment dans une bulle à part, avec la mer, avec les éléments, avec les gens qui sont avec nous. Et en fait, à 2-3 jours de l'arrivée, on prend conscience que ça va s'arrêter et qu'on va retourner dans un mode de vie un peu plus classique, voir des gens, etc. Et en fait, on n'en a pas vraiment envie. Et du coup, quand on arrive, on est super fiers, super heureux, et en même temps déjà un peu nostalgique, quoi, de ce qu'on a fait. Et ça, c'est un sentiment qui est super intéressant et assez particulier, quoi. Parce que on est quand même fatigué, hein, parce qu'on se lève toutes les 3 heures. Donc quand on arrive, on se met au port et là, on est super content. Nous, on est arrivé de nuit vers 3 heures du matin, donc c'était tout calme. En plus, il y avait un couvre-feu à ce moment-là en Guadeloupe. Donc on était vraiment tout seul. Donc on l'a quand même un peu fêté, l'arrivée, etc. Et puis après, on va se coucher et là, on se dit, c'est fini en fait. On l'a fait, ça fait 5 ans qu'on prépare ça et on l'a fait. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Voilà. Et en fait, à partir de quand tu commences à recontacter ces associations pour rentrer dans le concret du projet vétérinaire? Donc, on est arrivé en Guadeloupe le 15 janvier de cette année. Et on avait prévu quelques membres de la famille qui venaient, on va dire, entre le 15 janvier et 15 février. Donc à ce moment-là, je m'en occupe pas trop. Je profite un petit peu de ce qu'on vient de faire et voilà, de la chance qu'on a, etc. On profite un petit peu des vacances entre guillemets. Et après, à partir du début février, je recontacte une première association en Dominique, donc qui est le pays entre la Guadeloupe et la Martinique, que pas grand monde connaît. On la confond souvent avec la République dominicaine, mais c'est un autre pays. Et à ce moment-là, j'ai contact et là ils me disent viens quand tu veux, on a besoin de toi. Et donc c'est là où on se dit ok, on a traversé l'Atlantique, on l'a fait, on sait le faire, on sait naviguer, on a aimé ça. Donc maintenant le projet Veto et le projet bateau Veto peut vraiment commencer quoi. Et là tu peux nous expliquer du coup comment tu mets les mains dedans et en quoi ça consiste? Donc là en Dominique, donc je contacte la présidente de cette association qui est aussi en fait la doyenne de l'université de vétérinaire de Dominique. Elle a fondé cette université il y a 3 ans à la suite d'un cyclone. En fait, c'est une chirurgienne d'Humaine. Donc c'est pas une vétérinaire. C'est une Canadienne qui a fondé ça. Et c'est la première fois qu'elle a un vétérinaire qui vient comme ça bénévolement dans sa structure. Donc elle est hyper accueillante, elle est super sympa. Et en fait, assez rapidement, il y a une très bonne confiance qui s'installe. On voit un petit peu les besoins qu'il y a et on se met au boulot. Donc là-bas, on a fait des stérilisations, des soins. On s'est aussi déplacé dans les élevages de chèvres qui avaient des soucis de parasitisme. On a fait un peu de communication, de prévention. En Dominique, ils aiment... Alors, c'est particulier, les Antilles, ils aiment bien les chiens, mais ils aiment bien les chiens de garde, en fait. Hein. C'est pas vraiment des animaux de compagnie, là-bas. C'est vraiment des chiens de garde, donc c'est vu comme un animal dangereux, qui a pas un intérêt vraiment émotionnel particulier. Donc, ils s'en occupent quand même pas énormément. Donc, il y a beaucoup d'empoisonnement, de traumatisme, etc. D'accord. Donc on a fait vraiment du soin général, de la chirurgie. C'était vraiment bien parce que déjà, en fait, elle est chirurgienne urologue, donc elle voulait que je lui apprenne à faire une castration de chien, et puis elle m'a appris à faire une vasectomie sur un chien. Donc c'était super sympa comme échange, c'était vraiment bien. Et puis il y avait un autre vétérinaire, un vétérinaire cubain qui était prof en fait à l'université, qui est venu aussi échanger avec nous. Donc on a échangé nos techniques, nos trucs, nos machins, nos connaissances. Et c'était vraiment un super bon moment. Antoine, il nous a aidé un petit peu avec les animaux, et il a aidé aussi un petit peu à organiser un petit peu de la logistique, les médicaments, et on fait aussi des constructions pour les chiens, des constructions de cages, etc. Donc c'était super enrichissant. Ouais. Et voilà. Donc ça a été notre première mission du coup. Une fois que tu as eu commencé ce projet, est-ce qu'il y a eu des moments de doute, comme les moments que tu avais connus pendant ton cursus vétérinaire, ou tu as l'impression d'être à ta place? J'ai l'impression d'être à ma place parce qu'il y a un tel besoin et que j'aime tellement faire ça, apporter des choses, essayer de régler des problèmes, et j'aime tellement la vie en voilier que aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie que ça s'arrête. Mais il y a deux choses à en prendre en considération. Un, c'est l'argent. Nous, donc comme je disais, on vit sur nos économies, donc je sais très bien que je pourrais pas aujourd'hui faire vivre l'association éternellement. Ça serait un objectif, mais aujourd'hui c'est pas possible. Donc je sais qu'il va falloir que je retourne travailler un petit peu plus classiquement, on va dire en clientèle, etc. Et quitte à travailler en clientèle, moi mon objectif c'est toujours de faire de la chirurgie. Donc j'ai toujours ce petit côté un peu pas carriériste, mais cet objectif que j'arrive pas à lâcher, on va dire, à côté de retourner en clientèle, me former en chirurgie. Je suis déjà préinscrite au CS d'orthopédie, j'ai déjà fait pas mal de stages, etc. J'ai appris pas mal avec d'autres vétos. Oui, le deuil est pas complètement fait. Le deuil est pas complètement fait, mais en fait aujourd'hui, j'arrive à me dire que je pourrais faire les deux.
dans le sens où donc moi j'ai 27 ans aujourd'hui et ce que je me dis c'est j'aimerais vraiment devenir chirurgien, donc c'est ce que je vais faire. Je vais devenir chirurgien en médecine canine et je vais quand même continuer à faire vivre l'association à travers d'autres vétérinaires que j'ai rencontrés notamment ici qui sont en train de travailler avec nous. Aujourd'hui là j'ai 2 vétérinaires avec moi qui font une campagne de stérilisation. Et aussi parce que une fois que je serai chirurgien, il y a rien qui m'empêche de repartir et continuer. En fait, je me dis, je suis encore super jeune, j'ai encore énormément de choses à apprendre, médicalement parlant, professionnellement parlant, et de toute façon, on a besoin d'argent. Donc, je vais essayer de combiner tout ça. D'accord. Donc, combiner tout ça pour quand même entre guillemets achever ce rêve-là. Enfin, c'est un rêve, c'est un grand mot, hein, mais cet objectif-là, on va dire. De le faire tant que je suis encore jeune et encore motivée à apprendre pas mal de choses. Parce que je pense que d'ici une dizaine d'années, j'aurai peut-être un peu plus la flemme. J'en suis consciente aussi et c'est pour ça que j'ai quand même envie de le faire en ce moment. Mais je sais que si jamais je rentre en France pour faire ça, ce sera pour mieux repartir et pour continuer l'aventure. Et dans tous les cas, l'association s'arrêtera pas. L'objectif de l'association, c'est certes que nous, on se déplace, mais avant tout, nous, on se déplace pour mener des petites actions, mais surtout pour prendre des contacts, en fait. Garder contact et essayer derrière d'organiser des choses un peu plus pérennes. Par exemple, là, à Union Island, donc une des îles des Grenadines, on a été faire une campagne de stérilisation et là, j'ai réussi à mettre en lien des vétérinaires de Martinique avec cette structure-là. Donc, ils vont y aller tous les mois, ils vont essayer d'y aller pour faire des campagnes de stérilisation. J'aimerais aussi mettre en relation avec des étudiants vétérinaires parce que aujourd'hui, dans les écoles, il y a pas mal d'associations d'étudiants vétérinaires qui vont faire des grosses campagnes de stérilisation dans des endroits où il y a besoin. Et donc, j'aimerais bien les mettre en lien aussi. Le but, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose de pérenne parce que j'ai conscience que venir faire 15 jours de stérilisation, même si on opère 100 ou 150 chiens, en fait, s'il y a personne après pendant 6 mois ou 1 an, ça sert à rien, quoi. Ça a pas d'intérêt. Donc, c'est aussi ça. D'accord. Et là, vous êtes toujours dans l'archipel des Caraïbes. Mais du coup, depuis cette première expérience avec l'association dont tu nous as parlé, il y a eu quoi d'autre? Depuis, on a été en Martinique, on a été sur 3 îles des Grenadines, on a été sur 2 îles de Grenade. Là, Cariacou, c'est une île du pays de la Grenade. Et là, on retourne sur une île des Grenadines cette semaine, enfin demain en fait. Et après, on fait un petit break d'un mois pour raisons perso. Et après, l'objectif, ça serait de continuer en Amérique centrale. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs, il y a vraiment, elle mûrit cette association. C'est là, tu me posais ce que je vais te dire là aujourd'hui. Il y a 2 mois, c'était pas forcément le cas. Comme je disais, le but c'est de mettre en place des actions pérennes. Et un des objectifs que j'ai mûri récemment, ça serait en fait carrément de réussir à mettre en place un bateau, un voilier qui reste que dans les Caraïbes. Et qui se déplacent d'île en île en faisant venir des vétérinaires qui se déplaceraient d'île en île ou qui resteraient sur une île, etc. Essayer de mettre en place un skipper sur le bateau à plein temps toute l'année et faire venir des vétérinaires qui feraient par exemple une semaine de campagne de soins stérilisation et une semaine où ils profiteraient des grenadines, de la voile, du kitesurf ou de la plongée, peu importe ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, je me rends compte que là, nous, on est dans les Caraïbes et l'objectif, c'est de continuer un petit peu le voyage pour cet hiver. Mais en fait, quand on va partir, il y aura encore vraiment besoin énormément. Et mettre en place ce bateau-là, ça serait un des objectifs aussi. Donc, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Voilà. D'accord. Et pour ce qui est du matériel que vous utilisez, comment vous gérez ça ? Alors, le matériel en tant que tel, quand on va dans les structures, ils sont déjà un petit peu équipés. Souvent, c'est des associations anglaises ou américaines où ils ont mis en place quand même, il y a du matos de chir, il y a... Mais je suppose que quand on fait 150 d'un coup, ça fait beaucoup d'un coup. En fait, moi, j'achète du matériel que je garde sur mon bateau. Donc des gants, du fil, j'ai acheté ça. Alors j'ai eu un don de mes anciens collègues, de mes anciens patrons, et j'en ai acheté sinon en Martinique dans une clinique. Et je garde ça à bord. Ce que j'essaye de faire pour l'instant, comme on n'a pas énormément de matos, c'est quand je vois que j'arrive dans une structure qui est quand même bien rodée, où ils ont un petit peu de sous, parce qu'en fait,
souvent ces structures-là, finalement, financièrement, elles s'en sortent, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à faire venir de vétérinaires. Donc des fois, tu arrives dans des structures où ils ont une gazeuse, ils ont du fil, ils ont des gants, ils ont plein de trucs. Ils ont de la kétamine, ils ont une morphine, mais en fait, ils ont pas le savoir, quoi. Ils ont pas le vétérinaire. Donc si j'arrive dans une structure comme ça, je vais utiliser leur matériel. Et si j'arrive dans une structure où je vois qu'ils n'arrivent pas à s'approvisionner, c'est compliqué financièrement, etc., là, j'utilise mon matos. Pour l'instant, c'est ça que j'ai mis en place, on va dire, pour essayer de équilibrer un petit peu. Et à terme, il faudrait qu'on arrive carrément tout le temps avec notre matériel, qu'on se pose pas de questions. Après, c'est compliqué, on peut pas se déplacer avec des molécules anesthésiques. Légalement, c'est pas possible. Donc voilà. Après, il faudra voir comment on peut faire, quoi. Mais du coup, c'est ce que j'allais te dire. Du coup, tu expliques bien que vous avez besoin de soutien. Donc, on va essayer de faire marcher un peu Radio Veto Confraternité avec ce podcast. Si j'ai bien compris, tu as besoin de rassembler des fonds pour acheminer des médicaments, du matériel, continuer le projet et entretenir le Pachamama. Donc, à la fois, il y a une cagnotte en ligne, si j'ai bien compris. Vous cherchez aussi des sponsors. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus avant? Oui, alors on a un compte Hello Asso, donc une cagnotte en ligne sans frais sur laquelle les gens peuvent faire des dons libres. Les gens peuvent aussi adhérer à l'association et payer leurs cotisations. Et ça leur permet d'avoir déjà les nouvelles, etc. D'avoir la possibilité de venir avec nous mener des actions et aussi de nous donner un petit peu d'argent. Alors juste, je reviens sur ce que tu as dit. Il faut distinguer deux trucs. Nous aujourd'hui, on a fait le choix d'acheter notre bateau à notre compte personnel. Donc tous les frais du bateau, on ne rentre pas en compte dans la cagnotte de l'association. C'est-à-dire qu'on ne paye rien de notre vie courante ou de l'entretien du bateau avec ça. Pourquoi ? Parce que déjà, un bateau, ça coûte très cher à l'entretien. On se rend pas compte, mais ça coûte très cher à l'entretien. Et parce que aujourd'hui, moi, je veux vraiment je veux pas mélanger ma vie perso et ma volonté que j'ai eue de faire ce choix de vie, etc., avec vraiment l'association, le besoin d'aider les animaux, les gens, etc. Donc aujourd'hui, si quelqu'un donne 20 €, ce sera 20 € qui sera utilisé soit pour acheter des médicaments, soit pour faire des petits dons aux associations locales. Quand on part, en général, on essaye de faire un petit don aussi à l'asso pour qu'ils s'en sortent. Mais en aucun cas, ça sera utilisé pour s'acheter une nouvelle voile ou aller manger au resto, etc. Ça, c'est important parce que je trouve que la dissociation dans les associations, des fois, c'est pas évident. Et voilà. Donc ça, c'est important. Donc on peut nous aider effectivement en faisant ces dons. Si on me donne 20 €, moi, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, je vais aller voir des vétérinaires en Martinique, en Guadeloupe, et je vais leur demander de me commander, par exemple, du PDS ou du Vicryl 2.0, ce qui me permettra de faire mes chirurgies derrière. Je l'ai pas encore fait. Là, j'essaye de voir en fait combien coûte une stérilisation. Quand je la fais moi avec mon expérience et mon envie d'économiser au maximum les fils, etc., voir combien coûte une castration de chien, une stérilisation de chienne, pour que les gens se rendent compte et puissent dire, par exemple, moi, je donne pour stériliser 10 chiennes ou je donne pour stériliser 10 chats, peu importe. Ça, je l'ai pas encore fait, mais effectivement, il faut que je le fasse parce que je pense que pour les gens, ça sera plus concret, ou en tout cas pour les gens qui sont pas du monde vétérinaire. Donc, on peut faire des dons comme ça. Et sinon, les vétérinaires peuvent aussi nous aider en nous envoyant ou en gardant leur périmé ou même leur matériel. Nous, en ce moment, on cherche un échographe portatif, par exemple, qui nous serait vraiment d'une énorme utilité parce qu'il n'y a jamais d'imagerie dans les endroits où on va. Et des fois, ça pourrait vraiment aider. Donc, je sais qu'il y a des vétérinaires qui se séparent de leur vieille échographe portatif pour en racheter un nouveau. Donc, nous, tout ça, c'est des choses qui nous intéressent énormément pour le garder on a la chance d'avoir le bateau et se déplacer avec, donc on peut le garder à bord sans souci et l'utiliser au besoin. Après, ce qui est compliqué, c'est sûr, c'est l'approvisionnement, parce que même des vétérinaires qui vont nous dire, j'ai 2 boîtes de fil au fin fond de la Corrèze, est-ce que vous les voulez, alors que nous on est dans les Antilles, et ça coûte cher de s'approvisionner, etc. Mais ça, c'est quand même des choses qu'on peut mettre en place après. Donc nous, on rentre en France de temps en temps, on a des amis qui viennent, donc on va essayer de mettre en place une chaîne logistique comme ça pour récupérer du matos. Donc en gros, c'est les 2 gros axes. On peut nous faire des dons financiers qui vont servir uniquement sur l'aspect médical, ou alors on peut nous faire des dons de matériel de chirurgie ou autre directement.
Ok, bah c'est très clair. On mettra le lien de cette cagnotte dans les commentaires du podcast. J'espère que la diffusion de cet épisode va vous donner un petit coup de pouce, parce Ouais, que ça serait devrait être super. entendu par quelques centaines de confrères, donc on verra. Sinon, moi j'ai une dernière question, Oui. un peu bateau, mais c'est quel est ton plus beau souvenir de voile, du coup, de cette aventure? Alors de voile, mon plus beau souvenir, c'était, on a eu la chance de faire la fin de la transatlantique sous pleine lune. Et en fait, on se rend plus compte quand on habite en ville, etc., on se rend plus compte à quel point la nuit est différente quand il y a une lune ou quand il y en a pas. Naviguer quand il y a pas de lune, c'est très particulier. On ne fait pas la distinction entre la mer et le ciel. Et c'est vrai que c'est assez étrange, même pour le cerveau qui arrive plus trop à s'organiser, ça augmente le mal de mer, etc. Et naviguer quand il y a la pleine lune, c'est vraiment magique. En fait, on a besoin de aucune lumière, rien du tout. Et j'ai un souvenir, donc c'était 2 ou 3 jours avant d'arriver en Guadeloupe. On savait qu'on arrivait. J'allais prendre mon car, donc Antoine me réveille et nous dans la cabine avant de notre bateau, on a un hublot qu'on peut ouvrir et on voit directement notre voile d'avant avec le mât. Et en fait, j'ai ouvert le hublot et là j'ai vu le ciel. Enfin, il y avait la Voie lactée, le ciel plein d'étoiles et notre génois tout blanc qui était complètement éclairé par la lune, mais vraiment comme si on était en plein jour. Le bateau était super bien réglé, on avançait super bien, la mer était plate. Et là, je me suis dit, enfin rien que d'en parler, là, ça me met un peu les larmes aux yeux, mais vraiment, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'arriver et j'espère que ça va durer toute ma vie, quoi. C'était vraiment un moment qui a été super, super intense. Et de manière générale, les quarts de nuit, tout seul, dans le bateau, quand tout le monde dort, qu'on doit gérer le bateau, qu'on regarde le ciel, etc., je pense, c'est les plus beaux moments, quoi. Ah, c'est chouette. Et du coup, ton plus beau souvenir associatif plutôt? Alors, mon plus beau souvenir associatif, je pense que c'est la rencontre avec donc cette chirurgienne en Dominique, cette chirurgienne humaine qui a une histoire de vie vraiment très particulière et qui a décidé de plaquer son boulot de médecin pour se consacrer uniquement au bien-être animal parce qu'elle estime qu'il y a suffisamment de médecins sur Terre mais pas suffisamment de vétérinaires. Et je pense que ouais, la rencontre et les discussions qu'on a eues avec elle et ce qu'elle m'a fait partager, je pense que c'était déjà la première mission, donc j'étais contente de me lancer. Et en plus, je me suis dit, mais en fait, oui, ça sert vraiment à quelque chose que tu fais. Et c'était exactement ce que j'étais venue chercher, me dire que j'étais pas là pour rien. Et du coup, ouais, je pense que ça, c'était un moment assez fort qui m'a bien boosté pour la suite et j'y repense souvent. Et à chaque fois, j'ai un petit coup de mou, parce que bon, là, on a vu que les points positifs, mais il y a aussi des fois des coups un peu plus durs, hein, d'être loin, de naviguer. Et ben à chaque fois qu'on a un coup de mou, j'y repense et je me dis, mais en fait, si elle a vraiment raison. Il y a besoin et il y a besoin partout, quoi. Donc voilà. D'accord, chouette souvenir aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter ou quelque chose que tu as envie de raconter en plus? Moi, je voudrais juste ajouter aussi, donc on n'a pas trop parlé pour nos confrères, nos consoeurs. Nous, on essaye de faire venir aussi des vétérinaires sur le bateau. Donc là, en ce moment, on en a 2 qui travaillent dur pour l'assaut, qui sont en ce moment même en train de faire une campagne de stérilisation. On en a déjà eu 2 autres qui sont venus. Et nous, on est aussi très ouverts à ça. J'ai déjà eu pas mal de messages. Alors, c'est surtout des jeunes confrères, consoeurs, des étudiants sortis d'école qui se posent des questions un petit peu, qui veulent venir voir ce qu'on fait parce qu'ils savent pas trop eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Mais même des vétérinaires plus expérimentés ou qui voudraient prendre 15 jours de vacances dans les Antilles ou ailleurs et qui veulent venir nous aider une semaine et passer une semaine sur le bateau à profiter. Nous, on est vraiment super contents de partager à la fois l'aspect voile et aussi moi l'aspect vétérinaire, même si aujourd'hui je suis à l'aise dans ce que je fais, que j'ai 5 ans d'expérience, mais je suis toujours super contente de rencontrer d'autres vétérinaires, d'échanger, d'apprendre de nouvelles techniques, de me rendre compte que je peux faire mieux, plus vite, etc. Et du coup, il faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on organise ça. Et du coup, comment ils peuvent vous contacter? Donc ils peuvent nous contacter sur notre site internet. Il y a nos coordonnées personnelles, hein, nos coordonnées d'assaut sont nos coordonnées personnelles, donc notre mail ou notre numéro de téléphone. Comme on est à l'étranger, le mieux c'est de privilégier WhatsApp quand même,
parce qu'on n'a pas toujours le réseau français. Mais sinon, par mail, c'est nickel. Alors, les jeunes vétos me contactent souvent sur Facebook ou Instagram, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Ils peuvent nous envoyer un mail sans problème. On y répond assez rapidement en général. Et je rebondis là-dessus. Est-ce c'est sur quels réseaux sociaux que les confrères et les consoeurs peuvent suivre vos aventures? Donc, sur Facebook, on a une page qui s'appelle Sail of Solidarity. Et sur Instagram, on a une page aussi qui s'appelle Sail of Solidarity, qui a un peu plus de mal à démarrer parce que moi j'ai un peu de mal avec les réseaux. Et sinon, on a aussi ça c'est plus pour l'aspect associatif, soins vétérinaires. Et sinon pour l'aspect aventure, voile, etc. On a une page un peu plus perso qui s'appelle Sailing Pachamama. Voilà. Où là on raconte pas trop l'aspect véto, mais surtout ce qui nous arrive, où on est, etc. Ok, je mettrai tout ça dans les commentaires. Merci Inès pour ce beau voyage audio. Merci à toi Marine. Vous êtes un peu des dingues, hein. Ouais, non, je pense pas. Mais non, c'était super inspirant, donc chapeau bas. Et puis moi, j'ai passé vraiment 1 heure super à voyager. Et du coup, c'est prévu une fin vers l'automne 2024, c'est ça? C'était 3 ans, c'est ça? Alors, c'était 3 ans, mais normalement, c'était 3 ans pour faire le tour du monde. Tu as bien compris que y avait tellement d'endroits à découvrir que on est resté scotché là pour l'instant dans les Caraïbes. Donc là aujourd'hui on sait pas trop. Moi, ce que je te disais, je suis quand même aussi sur le coup pour reprendre un petit peu ma formation en chirurgie. Donc, il va peut-être y avoir une petite pause en ce qui nous concerne, nous, physiquement dans les déplacements, mais ça n'arrêtera pas la vie de l'association, et notamment aux Antilles ou en Amérique centrale, où on va continuer à mettre des choses en place, notamment cette histoire de bateau dont je parlais tout à l'heure. Mais à voir. En vrai, la vie en bateau est faite de beaucoup d'incertitudes et de beaucoup de changements de direction, un peu dans tous les sens. Donc, je pense qu'il y aura jamais vraiment de fin, j'espère, à cette aventure, que ce soit nous qui y soyons ou d'autres confrères, d'autres consoeurs, etc. On a notamment une consoeur qui est en train de reprendre pas reprendre, mais continuer le projet. Elle vient de s'acheter un bateau et elle voudrait faire la même chose, donc c'est génial. Et donc quoi qu'il arrive, il y aura pas de fin. Après, répondre à la question de nous, quand est-ce que on s'arrêtera pour rentrer ou pas, je sais pas. Ça dépend des opportunités aussi professionnelles que moi je trouve. Et voilà. Ce que je te propose, c'est que vous poursuiviez cette aventure et que si Veto Micro existe encore dans 1 an, dans 2 ans, ce que j'espère, tu nous raconteras la fin. Super, très bien. Ça me va super. Merci beaucoup en tout cas, c'était vraiment sympa. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.